Ils ne savaient pas qu'ils étaient enchaînés, ils croyaient que leurs ombres étaient le monde entier. Il y a cette sensation étrange, ce frisson diffus qui traverse parfois l'échine, l'impression fugace mais insistante que la vie que nous menons, les vérités que l'on nous présente, les images que l'on nous renvoie, ne sont pas tout. C'est une sorte de brouillard léger qui flotte à l'horizon de notre conscience, une mélodie discrète mais dissonante qui perce sous le vacarme rassurant du quotidien. On se lève chaque matin, on suit un chemin tracé, on travaille, on consomme, on partage des rires et des peines. Tout cela dans un cadre que l'on nous assure être la norme, l'unique possible. Mais parfois, au détour d'un silence prolongé, d'un regard perdu dans le vide, une question silencieuse s'insinue avec une gêne diffuse. Est-ce vraiment tout, ou y a-t-il une autre réalité, plus fondamentale, plus intense, qui nous échappe encore? Cette intuition, ce vague pressentiment d'une absence, n'est pas un délire isolé. Des millions de personnes ressentent cette légère distorsion, cette impression d'être les acteurs d'une pièce dont on ignore les coulisses, les mécanismes, et surtout, le véritable public. Nous observons ceux qui nous entourent, absorbés, sereins dans leur certitude, et parfois, nous nous demandons si nous sommes les seuls à percevoir ce voile subtil, cette légère opacité sur le miroir du monde. C'est la sensation qu'une part essentielle de notre existence se déroule à l'ombre de quelque chose d'immense, dans un décor dont nous n'avons jamais vu les fondations, dont nous ne soupçonnons même pas les artifices cachés. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans l'une des idées les plus vertigineuses de l'histoire de la pensée, une idée qui, bien qu'ancienne de millénaires, résonne avec une force inouïe dans notre monde hyperconnecté, saturé d'informations et d'images. On va parler de Platon et de son allégorie de la caverne, non pas comme une simple fable antique, mais comme une carte, une invitation radicale à sonder la possibilité que notre propre réalité soit une construction, une illusion. Platon, un penseur dont la lucidité était aussi féroce que sa détermination à chercher la vérité, avait déjà pressenti cette prison mentale. Il a imaginé un scénario déroutant qui nous confronte à la possibilité terrifiante que nos vérités les plus chères, nos perceptions les plus ancrées, ne soient en fait que des reflets distordus, des ombres fantomatiques d'une réalité plus vaste, plus lumineuse. Il nous invite à un voyage intérieur, non pas pour découvrir une simple erreur de jugement, mais une tromperie existentielle, une chaîne invisible qui nous retient dans l'obscurité d'une méconnaissance confortable. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez cru être la vérité indéniable, n'était en fait qu'une ombre projetée, une silhouette floue sur la paroi d'une prison insoupçonnée. Comment réagiriez-vous si l'on vous disait que la lumière que vous adorez, que les objets que vous tenez pour concrets, sont les produits d'une manipulation lointaine, d'une illusion collective entretenue depuis des générations? La première réaction serait sans doute un mélange d'incrédulité et de colère. Car personne n'aime qu'on lui arrache ses certitudes, surtout quand ces certitudes constituent l'échafaudage de toute une vie, la structure même de son monde. Ce cheminement que nous allons emprunter ensemble n'est pas un simple divertissement intellectuel. C'est une confrontation directe, un miroir tendu vers notre propre condition humaine, une exploration des chaînes invisibles qui, peut-être, nous maintiennent immobiles dans une ignorance confortable et sécurisante. Il ne s'agit pas de savoir si Platon a raison au sens strict du terme, mais de s'ouvrir à la possibilité dérangeante que notre monde est bien plus complexe, bien plus stratifié et potentiellement bien plus trompeur que nous ne l'imaginons à première vue. Chaque pas dans cette allégorie ne dévoilera pas une simple idée, mais une nouvelle strate de notre propre perception, nous forçant à remettre en question ce que nous pensions acquis, ce que nous pensions voir avec clarté. Et une fois que l'on a entrevu la fissure dans le mur de notre réalité, il devient impossible de ne plus la voir, de revenir à l'aveuglement initial, l'appel de l'extérieur se fait alors une insomnie de l'âme. Nous nous sommes tous retrouvés un jour à suivre les pas d'une foule, absorbés par un même spectacle, partageant les mêmes rires ou les mêmes indignations devant une scène lointaine, sans jamais nous questionner sur la source de cette image, sur la main qui la projette. Nous nous contentons souvent de ce qui nous est montré, de ce qui nous est dit, parce que cela demande moins d'efforts, parce que c'est confortable de ne pas avoir à douter, de ne pas avoir à chercher au-delà de l'évidence partagée. Cette acceptation tacite du monde tel qu'il est présenté, cette réticence à gratter la surface de nos certitudes, est une force silencieuse qui nous maintient dans un certain état de paix, mais aussi dans une forme d'aveuglement consenti. Imaginez l'enfant qui, toute sa vie, n'a connu que l'intérieur d'une pièce sombre, éclairée par une seule fenêtre donnant sur un mur de briques. Pour lui, le monde est ce mur. Les sons qui parviennent de l'extérieur, les vibrations lointaines, sont des mystères qu'il tente d'interpréter à travers l'unique lentille de son expérience limitée. Il n'a aucune idée de ce qu'est un ciel ouvert, un arbre balayé par le vent, le rire d'un oiseau qui prend son envol. Son esprit construit une réalité complète et cohérente à partir de ces briques et de ces bruits filtrés, une réalité dans laquelle il se sent en sécurité, même si elle est terriblement parcellaire. C'est là que réside la première, et la plus insidieuse, des chaînes de notre existence. Elle n'est pas faite de métal froid,
mais d'habitude, de conformité et de la peur immense de l'inconnu. Platon, dans sa profonde intuition de l'âme humaine, a conçu le sort de ces prisonniers enchaînés depuis leur enfance, le cou et les jambes entravées, forcés de ne regarder que devant eux. Devant eux, la paroi d'une caverne. Derrière eux, un feu lointain et, entre le feu et eux, des hommes qui portent des objets de toutes sortes, faisant passer leurs ombres sur la paroi. Les prisonniers, n'ayant jamais connu autre chose, tiennent ces ombres pour la seule et unique réalité. Ils se parlent des ombres, les décrivent, les nomment, construisant ainsi tout un langage et un savoir autour de ces illusions fugaces. Le drame n'est pas seulement qu'ils sont enchaînés, mais qu'ils ignorent qu'ils le sont. Leur esprit a intégré cette contrainte comme la condition normale de l'existence. Pour eux, le concept même de « chaîne » n'aurait pas de sens, car il impliquerait l'idée d'une liberté perdue ou d'un mouvement restreint, des notions étrangères à leur expérience. De la même manière, nous nous construisons des prisons de perception, des carcans de pensée sans même réaliser que le monde pourrait être perçu différemment, que nos propres sens pourraient être trompeurs. Nous nous habituons aux reflets, aux échos, aux images, et finissons par les considérer comme la substance même des choses. Chaque culture, chaque époque, chaque individu est né dans une caverne particulière, avec ses propres ombres projetées, ses propres mythes et ses propres vérités imposées. Dès l'enfance, on nous apprend à nommer ce que nous voyons, à donner un sens aux apparences. Nos parents, nos éducateurs, la société tout entière, sont comme ces porteurs d'objets devant le feu, projetant des figures, des valeurs, des récits qui deviennent notre réalité collective. Nous interagissons avec ces ombres, nous nous battons pour elles, nous les défendons, persuadés qu'elles sont la quintessence de la vérité et de la justice. Et quiconque tente de remettre en question la nature de ces ombres est perçu comme un fou, un hérétique, un danger pour l'ordre établi. Ce qui est fascinant, c'est l'économie psychologique de cette illusion. Il est beaucoup plus facile et moins angoissant de rester dans la caverne, de croire aux ombres, que de s'interroger sur leur origine. Le cerveau humain, toujours en quête de cohérence et de minimisation de l'effort, préfère une explication simple, même si elle est fausse, à une vérité complexe et déstabilisante. Cette tendance à l'économie cognitive nous pousse à solidifier nos croyances, à rejeter ce qui contredit notre vision du monde, à nous enfermer toujours plus profondément dans notre perception première. C'est le confort du connu, la chaleur rassurante de l'habitude, qui nous ligote plus efficacement que n'importe quelle contrainte physique. Platon nous invite à contempler l'ampleur de cette aliénation volontaire. Les prisonniers ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans un monde de copies, de reflets sans substance réelle. Ils sont devenus les experts de ces ombres, capables de prédire leur apparition, de les classer, d'en faire des objets de débat et de reconnaissance sociale. Celui qui est le plus habile à identifier les ombres, celui qui excelle à en démêler les mystères apparents, est considéré comme le plus sage, le plus perspicace parmi eux. C'est une hiérarchie construite sur la maîtrise d'une illusion, une sagesse de surface qui ne perçoit jamais l'abîme de sa propre ignorance. Ce système de reconnaissance, bâti sur le paraître, est une incitation puissante à demeurer dans la caverne, à perfectionner son art de déchiffrer les fantômes plutôt qu'à chercher la source de la lumière. Et si nous étions, nous aussi, ces spécialistes des ombres dans nos domaines respectifs, si notre quête de savoir, de reconnaissance, d'influence, n'était qu'une danse élaborée avec des projections, des narratifs, des constructions sociales, sans jamais toucher à l'essence, au réel brut qui se cache derrière le spectacle, cette pensée, une fois qu'elle est autorisée à germer, devient une petite graine d'inquiétude, une fissure dans la façade de nos certitudes. Elle nous chuchote que le monde que nous acceptons comme vrai pourrait n'être qu'une interface, un écran sur lequel se dessine une pièce bien plus vaste, dont les véritables acteurs évoluent dans une dimension que nous ne percevons pas encore, et qu'il est temps d'écouter cette voix. Imaginez cette sensation aigre-douce, presque une nausée, quand une vérité longtemps chérie se fissure sous nos yeux, quand une certitude inébranlable se révèle être une construction fragile. Nous avons tous connu ce vertige, ce moment où le sol semble se dérober, non pas sous nos pieds, mais sous la charpente même de notre compréhension du monde. Ce n'est pas seulement une idée qui est remise en cause, c'est une part de notre identité, une parcelle de notre sécurité intérieure qui s'effondre. La résistance à cette nouvelle perspective est souvent violente, un réflexe de survie de l'esprit qui préfère le confort d'une illusion familière à l'angoisse d'une vérité dérangeante. Platon a magistralement dépeint ce moment critique, ce tournant douloureux. Un des prisonniers, pour une raison indéterminée, se retrouve libéré de ses chaînes. Mais cette liberté n'est pas une bénédiction immédiate, elle est une épreuve. Il est brusquement contraint de se lever, de tourner la tête, de marcher, de lever les yeux vers la lumière du feu. Chaque mouvement est une torture physique et mentale. Les muscles ankylosés protestent, les yeux, habitués à l'obscurité des ombres, sont violemment agressés par la flamme vive qui danse derrière eux. La douleur est si intense, si insupportable, qu'elle éveille en lui un désir irrépressible de retourner à son ancien état,
à la pénombre rassurante où la vision était floue mais indolore. Ce n'est pas simplement une question de vue, c'est une réorientation totale de son être. Ce qu'il voit maintenant, ce sont les objets eux-mêmes, ceux que les porteurs faisaient passer devant le feu pour projeter leurs ombres. Il voit les statuettes, les figurines, les formes réelles qui étaient à l'origine des fantômes dansant sur le mur. Mais comment peut-il croire que ces objets, qu'il perçoit maintenant dans une douleur aveuglante, sont plus réels que les ombres qu'il percevait avec une clarté relative et sans souffrance? Son esprit, habitué à la logique des ombres, rejette cette nouvelle vision comme une aberration, un délire causé par la douleur. Il est désorienté, en colère, et se sent trahi par ses propres sens. Beaucoup d'entre nous réagissent de la même manière face à une vérité qui contredit nos systèmes de croyances établis. Quand on nous présente des faits qui s'opposent à notre vision du monde, ou une réalité qui déconstruit nos certitudes, notre premier réflexe est souvent de les rejeter. Il est plus facile de qualifier l'information de fausse, de dangereuse, ou l'émetteur de fou, que de se confronter à la possibilité que notre propre compréhension soit limitée, voire erronée. Le cerveau humain est programmé pour maintenir la cohérence, et toute dissonance cognitive est perçue comme une menace, déclenchant des mécanismes de défense qui nous poussent à nous cramponner à ce que nous connaissons. Le cheminement de ce prisonnier libéré est un acte de violence, une épreuve existentielle. Il ne choisit pas d'affronter la lumière, il y est forcé. Quelqu'un doit le traîner par la force, selon les mots de Platon, par la raide montée raboteuse, jusqu'à ce qu'il parvienne à la lumière du soleil elle-même. Cette contrainte physique symbolise l'effort colossal, la discipline intellectuelle et la persévérance morale nécessaires pour briser les habitudes mentales et affronter ce qui est difficile à voir, à penser, à accepter. La vérité, parfois, ne se révèle pas comme une douce illumination, mais comme une déchirure douloureuse dans le voile de l'ignorance. L'histoire humaine est jalonnée de ces moments où des individus ou des sociétés ont été forcés de sortir de leur caverne. L'acceptation que la Terre n'était pas le centre de l'univers, que la maladie n'était pas une punition divine, que certains droits humains étaient universels, sont autant d'exemples de ces ascensions douloureuses. Chaque fois, ceux qui osaient regarder au-delà des ombres ont été moqués, persécutés, car leur vision menaçait l'ordre établi, le confort des croyances communes. La nouvelle vérité, si elle n'est pas immédiatement assimilable, apparaît comme une folie, une hérésie qui déstabilise le fragile équilibre de la caverne. Ainsi, la première étape hors de l'illusion n'est pas un moment de joie libératrice, mais une expérience de profond malaise, de confusion et de douleur. Le prisonnier libéré est submergé, ses sens sont surchargés, sa raison est troublée. Il est comme un nouveau-né jeté dans un monde qu'il ne comprend pas, sans les repères qui lui ont servi de guide toute sa vie. Les vérités qu'il tenait pour absolues s'évanouissent, et aucune nouvelle vérité ne vient immédiatement les remplacer. Il se retrouve dans un vide angoissant, entre un monde qu'il sait faux et un autre monde qu'il n'arrive pas encore à discerner avec clarté. C'est l'expérience de la désorientation la plus profonde, le moment où l'on réalise que ce que l'on appelait la réalité n'était qu'un fragment, et que le chemin vers la véritable compréhension est loin d'être un parcours linéaire et facile. Il est un voyage escarpé, plein de doutes, où chaque avancée semble d'abord être un recul, une perte de repère, avant de révéler sa profondeur insoupçonnée. Nous avons tous éprouvé la sensation de sortir d'un long sommeil, les paupières lourdes, les yeux qui luttent pour s'adapter à la lumière du matin. Ce n'est pas une simple gêne, c'est une véritable agression sensorielle, où chaque rayon de lumière est une piqûre, où le monde semble trop vif, trop brutal, après la douceur protectrice de l'obscurité. C'est un inconfort profond, une réticence naturelle du corps à accepter ce qui le bouscule, même si ce qui le bouscule est la réalité elle-même. Cette transition, du voile de l'ignorance à l'éclat de la vérité, est rarement une illumination soudaine, mais plutôt une série de chocs, de reculs et d'adaptations lentes et douloureuses. Le prisonnier, arraché de force à la caverne, traîné vers la sortie et exposé à la lumière crue du soleil, n'est pas immédiatement saisi d'une révélation extatique. Loin de là. Ses yeux, habitués depuis toujours à la pénombre, sont douloureusement agressés. Il détourne le regard, instinctivement, cherchant à se réfugier dans l'ombre familière, dans l'opacité rassurante où ses sens fonctionnaient sans peine. La vision du monde extérieur est pour lui un chaos de formes incandescentes et de couleurs violentes, une cacophonie visuelle qui n'a ni sens ni cohérence. C'est comme si toutes les règles qu'il connaissait étaient subitement abolies, remplacées par une réalité qui ne respecte aucune de ses attentes. Cette première confrontation avec la pleine lumière est cruciale. Elle nous enseigne que le chemin vers la vérité n'est pas pavé de facilité, mais de résistance et de souffrance initiale. L'esprit humain, tout comme l'œil, doit s'habituer progressivement à une nouvelle intensité, à une nouvelle clarté. La douleur n'est pas un signe que l'on se trompe de chemin, mais souvent la preuve que l'on sort de sa zone de confort intellectuel et émotionnel. C'est le prix à payer pour voir ce qui était dissimulé, pour percevoir l'essence des choses plutôt que leur reflet trompeur. Platon décrit alors un processus d'accoutumance graduelle.
Le prisonnier ne peut pas regarder le soleil directement. Ce serait l'aveuglement total. Il commence par les choses les plus faciles à supporter, les ombres projetées sur les murs ou sur le sol. Ensuite, il peut regarder les images des hommes et des autres objets reflétés dans l'eau. Puis, peu à peu, il peut lever les yeux vers les objets eux-mêmes, les arbres, les fleurs, les bêtes. La nuit venue, il contemple la voûte céleste, les étoiles, la lune, des lumières moins intenses qui préparent ses sens à l'ultime vision. Ce n'est qu'après cette longue et patiente acclimatation, cette rééducation de sa perception, qu'il pourra enfin contempler le soleil lui-même, non pas son reflet ou son image, mais tel qu'il est en lui-même. Cette progression symbolise l'ascension intellectuelle et spirituelle. On ne saisit pas les vérités les plus profondes d'un seul coup. La compréhension se construit par étapes, par strates. Il faut d'abord accepter les indices, les reflets indirects de la vérité, avant de pouvoir se confronter à sa source première, à son principe fondateur. C'est une démarche méthodique, une exigence de patience et d'humilité face à la complexité du réel. Chaque étape franchie est une victoire sur l'ancienne habitude, un pas de plus vers une lucidité que l'on croyait impossible. Ce moment où l'ancien prisonnier commence à discerner les objets du monde réel, à les distinguer des ombres qu'il connaissait, est un bouleversement silencieux et profond. Il réalise alors avec une clarté déchirante que tout ce qu'il a pris pour le monde, pour la substance même de l'être, n'était qu'un jeu d'ombres sur un mur. Les discussions animées de ses anciens compagnons sur la forme des ombres, leurs prédictions, leur savoir, tout cela lui apparaît maintenant comme une vaste et absurde supercherie. L'amère dérision de cette illusion passée vient se mêler à l'émerveillement de la découverte présente. Il comprend que les vrais objets sont bien plus lumineux, bien plus complexes, bien plus beaux que les pâles copies qu'il vénérait. La vision du soleil, enfin, n'est pas seulement une perception visuelle. C'est la compréhension du principe universel, de la source de toute lumière, de toute vie, de toute connaissance. Selon les mots de Platon, il verrait alors que le soleil est celui qui produit les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui est d'une certaine manière la cause de tout ce qu'il et ses compagnons voyaient dans la caverne. Cette réalisation est le summum de la connaissance, la saisie de l'idée du bien, de l'essence même de la vérité et de l'existence. C'est le moment où l'intellect ne se contente plus de voir les choses, mais comprend leur raison d'être, leur place dans l'ordre du monde. Cette nouvelle vision ne se limite pas à l'observation passive. Elle transforme radicalement la perception de soi et des autres. Le prisonnier libéré, maintenant illuminé, porte en lui le poids de cette connaissance. Il a vu au-delà du voile, il a contemplé l'éclat du vrai, et le retour en arrière est désormais impensable. Le confort de l'ignorance a cédé la place à l'impératif de la lucidité, une lucidité qui le sépare irrémédiablement de son passé, de son ancien monde. Il ne peut plus participer au jeu des ombres avec la même conviction, la même insouciance, car il sait maintenant que la plupart des hommes vivent encore dans cette prison de perception, sans même en avoir conscience. Et cette conscience nouvelle est le début d'une autre forme de solitude, celle de celui qui a vu, et qui ne peut plus feindre l'aveuglement. Il y a cette douleur sourde, lancinante, celle de se sentir incompris quand on tente de partager une expérience qui a bouleversé notre propre monde. On a vécu quelque chose d'intense, une révélation personnelle, une épiphanie, et on se retrouve devant des visages qui écoutent poliment, mais dont le regard trahit une profonde indifférence, une incapacité totale à saisir l'ampleur de ce que l'on a traversé. On se sent alors étranger, décalé, comme si l'on parlait une langue que personne d'autre ne comprenait, portant le poids d'une vérité qui nous isole. Le prisonnier qui a contemplé le soleil, celui qui a vu la source de toute lumière, se retrouve face à un choix déchirant. Il pourrait rester dans le monde extérieur, jouir de cette clarté, de cette connaissance. Mais comment ignorer le sort de ceux qu'il a laissés derrière lui, ses anciens compagnons, toujours enchaînés dans l'obscurité, toujours persuadés que les ombres sont la seule et unique réalité. Une force silencieuse, mêlant compassion et un sens impérieux du devoir, le pousse à redescendre, à retourner dans cette caverne suffocante et sombre. Il sait le risque, il sait la douleur que cette descente va lui infliger, mais le poids de l'ignorance partagée est trop lourd pour être supporté seul. Cette décision de revenir n'est pas une simple marche arrière. C'est un acte de courage immense, car il implique de quitter la lumière et de replonger dans l'obscurité qu'il a si durement fui. Ses yeux, désormais habitués à l'éclat du jour, vont de nouveau souffrir dans la pénombre. Il trébuchera, il tâtonnera, il paraîtra maladroit et aveugle à ceux qui n'ont jamais quitté leur place. Le contraste entre le monde lumineux qu'il a connu et la prison d'ombre qu'il retrouve est une agression sensorielle et psychique. Il ressent la moiteur de l'air, l'odeur du confinement, le murmure des prisonniers absorbés par leur spectacle illusoire, tout cela avec une acuité nouvelle, insupportable. Quand il atteint enfin sa place, ou du moins l'endroit d'où il peut parler à ses anciens compagnons, il est un étranger. Il a perdu l'habileté à discerner les ombres, à les nommer avec précision. Son regard s'est habitué à des formes plus substantielles,
plus définie, et les fantômes dansant sur le mur lui semblent maintenant dérisoires, flous, dénués de toute importance. Il tente de s'exprimer, de leur raconter ce qu'il a vu, de leur expliquer que ce qu'ils prennent pour la réalité n'est qu'un pâle reflet. Il leur dit qu'il existe un monde bien plus vaste, plus lumineux, et que ce qu'ils voient n'est rien d'autre qu'une illusion, une prison de l'esprit. La réaction de ses compagnons est prévisible, et d'une cruauté qui fait froid dans le dos. Ils se moquent de lui. Ils le trouvent ridicule, maladroit, ses yeux clignotants et douloureux dans la pénombre sont la preuve, pour eux, qu'il est devenu aveugle, que son voyage l'a rendu fou. Comment pourrait-il voir mieux qu'eux, lui qui ne parvient même plus à distinguer clairement les ombres qui sont leur monde entier? Ils interprètent sa gêne comme une infirmité, une conséquence néfaste de son escapade. Ses paroles sur un monde extérieur, sur la lumière, sur le vrai, leur paraissent des divagations d'un esprit dérangé. Cette incompréhension profonde n'est pas seulement un rejet, c'est une condamnation. Les prisonniers, habitués à leurs repères et à leur sagesse des ombres, se sentent menacés. La présence de cet homme qui parle de fausseté et des illusions jette un trouble sur leurs certitudes les plus ancrées. Il remet en question l'ordre de leur univers, le sens de leur vie, la validité de leur jugement. Ils ont bâti une culture, des hiérarchies, des systèmes de valeurs autour de la compréhension des ombres, et l'idée qu'elles ne sont rien est une attaque directe contre tout ce qu'ils sont. La peur de l'inconnu se transforme en hostilité, la défense de leur confort se mue en violence potentielle. Platon, à travers cette scène, pointe du doigt la tragédie du philosophe, de celui qui ose regarder au-delà des apparences. Il souligne la résistance féroce de la majorité à abandonner ses illusions, même face à la vérité la plus éclatante. La sagesse du monde, la reconnaissance sociale, la paix intellectuelle sont souvent payées au prix de l'aveuglement. Et celui qui tente d'éveiller les autres risque non seulement l'isolement et le ridicule, mais aussi la violence, car il représente une menace pour la matrice de leurs illusions. Si l'un d'eux tentait de les déchaîner et de les faire sortir, il le tuerait s'il pouvait s'en emparer, selon les mots du philosophe. C'est une métaphore puissante de l'opposition entre la vérité et l'opinion, entre la lucidité et la conformité. Le monde préfère souvent ses conforts trompeurs aux exigences douloureuses de la vérité. Et celui qui a vu le soleil, qui a goûté à la liberté de la pensée, se retrouve paradoxalement plus seul que jamais, portant le fardeau d'une connaissance qu'il ne peut partager, enfermé dans une nouvelle forme de solitude, celle de la compréhension. Il est condamné à voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'il est perçu par les autres, une séparation irrévocable qui marque le passage d'une existence conditionnée à une vie de conscience aiguë, où chaque regard sur la caverne rappelle le chemin parcouru et l'abîme qui sépare les mondes. Nous avons tous vécu cette légère anxiété, ce sentiment diffus d'être constamment sous surveillance, ou du moins, d'être l'objet d'une attention calculée. Les algorithmes qui nous suggèrent des vidéos, des produits, des amis, les publicités qui semblent lire nos pensées, les informations qui résonnent parfaitement avec nos convictions préexistantes. Il est facile de glisser dans ce courant de contenu personnalisé, de se laisser porter par des flux qui confirment nos biais, nous enveloppant dans une bulle de familiarité où toute pensée divergente est doucement filtrée. C'est un confort séduisant, une promesse de pertinence, mais aussi une forme d'enfermement subtil, une nouvelle caverne tissée avec les fils de notre propre désir de reconnaissance et de consommation. L'allégorie de Platon, vieille de 2 millénaires et demi, n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Les chaînes ne sont plus des entraves physiques qui retiennent nos corps immobiles. Elles sont devenues bien plus insidieuses, se nichant dans nos esprits, façonnant nos perceptions sans que nous en ayons conscience. Elles sont tissées de l'urgence de l'information, de la surcharge sensorielle, de la pression sociale à être toujours connectés, toujours informés, toujours à jour. Nous nous enchaînons nous-mêmes par notre soif de validation, notre peur de l'isolement, notre dépendance à la gratification instantanée que procure le flux incessant des ombres numériques. Les ombres du XXIe siècle sont bien plus sophistiquées que de simples silhouettes projetées. Elles prennent la forme de narratifs médiatiques constants, de récits politiques soigneusement construits, de modes éphémères qui dictent nos désirs et nos aspirations. Elles sont les images polies des réseaux sociaux, les filtres qui embellissent la réalité, les avatars qui nous représentent de manière idéalisée. Chacune de ces ombres nourrit notre vision du monde, elle nous dit ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est désirable, créant un consensus silencieux sur la nature du réel. Et comme les prisonniers de Platon, nous sommes tellement immergés dans ce spectacle, que nous peinons à imaginer une autre réalité, une autre manière d'être au monde. Le feu derrière nous, dans notre caverne moderne, n'est plus une simple flamme vacillante. Il est le brasier complexe des technologies de l'information, des vastes infrastructures de données, des centres de pouvoir qui contrôlent la distribution du savoir et de l'attention. Les porteurs d'objets ne sont pas des individus isolés, mais des entités collectives, des industries entières, des groupes d'influence, des systèmes algorithmiques qui programment et modulent ce qui nous est montré.
Ils choisissent les objets, les manipulent, les amplifient, ou au contraire, les taisent, afin de projeter sur le mur de notre conscience collective les ombres qu'ils désirent nous faire percevoir. La difficulté, comme le soulignait Sénèque, n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Et bien vivre implique de distinguer le réel de l'apparent, l'essentiel du superflu. Dans notre caverne numérique, cette distinction devient un défi herculéen. Nous sommes submergés de faits et de contrefaits, d'opinions et de théories, au point que la capacité même de trier, d'analyser, de critiquer, semble se dissoudre. La vérité devient une marchandise, une perspective parmi d'autres, perdant sa force d'éclairage unifiant pour se transformer en un simple reflet subjectif, une ombre parmi la multitude. Cette saturation d'informations crée une forme d'anesthésie intellectuelle. Quand tout est mis sur le même plan, quand la distinction entre l'important et l'insignifiant s'estompe, notre capacité à nous concentrer sur la substance du monde diminue. Nous devenons des consommateurs passifs d'ombre, glissant d'une image à l'autre, d'un narratif à un autre, sans jamais nous arrêter pour sonder la profondeur de ce qui est présenté, ni l'intention derrière sa projection. La vie se déroule alors sur une surface plane, sans relief, sans les aspérités qui forcent la réflexion et la croissance. La véritable tragédie n'est pas d'être manipulé, mais de ne pas savoir que l'on l'est. C'est de vivre une vie entière dans les limites d'une réalité falsifiée, de croire que le confort que l'on éprouve est la preuve d'une liberté totale, alors qu'il n'est que la conséquence d'une adaptation parfaite aux chaînes invisibles. Cette illusion de liberté est sans doute la plus puissante de toutes les entraves, car elle éteint toute velléité de questionnement, toute impulsion de recherche au-delà des apparences. On ne cherche pas une porte quand on croit déjà être dans un espace ouvert. Pourtant, au fond de chacun de nous, subsiste cette petite étincelle, ce murmure intérieur qui refuse de se contenter de l'évidence. C'est ce moment où, malgré le flux incessant, un détail cloche, une incohérence apparaît, une impression de vide se fait sentir. Ce n'est pas encore la vision du soleil, mais la douleur initiale, la gêne dans les yeux du prisonnier qui tourne pour la première fois la tête. C'est le début d'un malaise salutaire, la première fissure dans le mur de notre caverne, annonçant la possibilité d'un autre regard sur le monde. Cette petite voix est l'appel silencieux à la conscience, le début d'un cheminement qui promet de briser les illusions et d'accéder à une compréhension plus vaste et plus exigeante. Le chemin que nous venons de parcourir ensemble, à travers les ombres et la lumière, n'est pas qu'une simple exploration d'une fable antique. Il est une invitation permanente à réévaluer les fondements de notre propre réalité, à sonder les murs de la caverne invisible qui, peut-être, nous entoure encore. Chaque étape de cette ascension, de l'acceptation de l'illusion à la douleur de la confrontation avec le réel, puis à l'émerveillement de la vision, marque une transformation irréversible de notre manière de percevoir le monde. Une fois que l'œil a contemplé la pleine lumière, les ténèbres ne peuvent plus exercer la même emprise. La compréhension ne se contente plus d'une surface, elle exige une profondeur, une remise en question constante de ce qui se présente comme évident, comme la seule vérité. Il devient impossible de retourner à l'innocence de l'ignorance, le voile est déchiré pour toujours. Désormais, la sensation de ce brouillard léger évoqué au début, cette intuition d'une réalité plus vaste, résonne avec une clarté nouvelle, plus exigeante. Le défi n'est plus seulement de savoir que des ombres existent, mais de développer la capacité et le courage de distinguer le reflet de la substance, le paraître de l'être. Dans notre monde saturé d'images et de récits, la caverne se refait sans cesse, plus subtile, plus séduisante. Les chaînes sont faites de confort algorithmique, de bulles de filtre, de miroirs sociaux qui renvoient des versions édulcorées de l'existence. La réalité fausse n'est pas une invention lointaine, elle est souvent une construction collective à laquelle nous participons chaque jour, en acceptant sans critique les informations, les narratifs et les idéaux qui nous sont projetés. C'est un travail continu, une vigilance de chaque instant pour ne pas glisser de nouveau dans le confort douillet des illusions partagées, pour ne pas se laisser bercer par les récits qui nous enferment plutôt que de nous libérer. L'éveil de la conscience n'est pas une destination, mais un processus incessant, une tension féconde entre le monde que l'on nous donne et le monde que l'on cherche à voir. Cela demande un effort constant pour se détourner du spectacle hypnotisant, pour affronter la douleur de la lumière crue, pour interroger ce qui semble acquis. C'est choisir la lucidité au détriment de la facilité, le questionnement au lieu de la certitude aveugle, et parfois, la solitude du penseur face à la foule satisfaite de ses illusions. Cette relentless poursuite de la clarté, bien qu'ardue, est ce qui confère une liberté profonde et une authenticité inestimable. Elle nous permet de nous connecter à l'essence des choses, et non plus seulement à leur représentation superficielle. Elle éveille en nous une force intérieure qui refuse de se laisser dicter ses vérités, qui cherche à voir au-delà du visible, à comprendre ce qui est caché. C'est une démarche d'émancipation personnelle, un acte de souveraineté intellectuelle qui nourrit l'âme et élargit l'horizon de notre existence. Car, comme le soulignait Plutarque, l'esprit n'est pas un vase à remplir, mais un feu à allumer. Cette flamme intérieure, une fois allumée,
éclaire les recoins sombres de nos propres cavernes et nous invite à toujours chercher plus loin. Cette quête de lucidité, cette volonté de percer les voiles de l'illusion, est au cœur de ce que nous cultivons ici sur Vibe Inspi. Si cette exploration a résonné en vous, si elle a allumé une nouvelle étincelle de curiosité ou renforcé votre désir de comprendre les profondeurs de l'existence et de vous affranchir des fausses réalités, je vous invite à rejoindre notre communauté. Aimez cette vidéo pour montrer que ces réflexions vous éclairent et soutiennent cet effort collectif de penser par soi-même. Laissez un commentaire pour partager les chaînes invisibles que vous avez pu identifier dans votre propre réalité ou les lumières que vous avez découvertes. Chaque échange est un pas de plus hors de la caverne pour nous tous, une manière d'attiser ce feu de la connaissance ensemble. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.